Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une résistante récemment décédée. Elle n'est pas très connue, mais vous avez peut-être entendu son nom dans les médias. Odile de Vasselot est née le 6 janvier 1922 à Saumur. Ses deux grands-pères se sont rencontrés à l'école pour officier de Saint-Cyr. Ils sont tous les deux des hauts gradés de l'armée française et appartiennent tous les deux à d'anciennes familles nobles. Son père est également officier. Odile a un frère aîné, Armand, une sœur aînée, Geneviève, et une petite sœur, Marie-Thérèse, que tout le monde appelle Maïté. Elle passe son enfance et son adolescence à Metz. En 1939, elle passe la deuxième partie de son baccalauréat, parce qu'à l'époque, le bac était en deux parties. Elle a alors 17 ans. Pendant ses vacances chez son grand-père dans les Deux-Sèvres, elle apprend que la guerre est déclarée. Son père et son frère, qui étaient aussi élèves à Saint-Cyr, sont tous les deux mobilisés. Odile, sa mère, ses sœurs, mais aussi ses cousins, ses tantes et ses grands-parents partent vivre à Poitiers. Ils forment une véritable tribu. Odile se souvient des moments passés ensemble à écouter la radio. Elle se souvient aussi des fréquentes disputes entre ses deux grands-pères. Son grand-père paternel, Yvon de Vasselot, était royaliste et a ensuite soutenu Pétain. Son grand-père maternel, Jean de Cugnac, lui était aussi de droite, mais plus modéré, et il soutenait De Gaulle. En 1940, le père d'Odile est emprisonné et sa mère décide d'aller vivre à Paris avec ses filles. Elle s'installe au 221 rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est le temps des ersatz, des tickets de rationnement. Les boulangers vendent des galettes de sarrasin que l'on peut acheter sans ticket. En tant que catholique pratiquante, Odile est vraiment dégoûtée par l'attitude de l'Église catholique qui se rallie à Vichy. Elle voit par exemple des journaux dans les églises où il est écrit que le devoir d'un chrétien, c'est de soutenir le maréchal Pétain. Elle tente même de débattre avec un prêtre pétainiste. Elle est aussi témoin de formes de résistance passive, de personnes qui résistent au régime de Vichy, mais de manière discrète. Par exemple, il y a un libraire qui a affiché dans sa boutique un portrait du maréchal Pétain avec écrit en dessous « épuisé » et un autre portrait de Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, avec écrit en dessous « vendu ». Un autre libraire a mis des images de Pétain et d'Hitler à côté du roman Les Misérables. Une de ses amies a un petit chien qu'elle a dressé. Quand on lui donne une friandise en lui disant de la part de Pétain, il détourne la tête, mais quand on lui donne la même friandise en disant de la part de Gaulle, il fait le beau. L'époque donne aussi lieu à des calembours. Par exemple, on demande « Savez-vous qui va succéder à Pétain, P2 ?» Odile aimerait bien s'engager, mais elle ne sait pas trop comment faire. Elle commence à son petit niveau. Avec ses sœurs, elle dessine des croix de Lorraine, un symbole de la résistance gaulliste, sur des petits morceaux de papier, et elle les dépose un peu partout dans la ville. Quand elle en a l'occasion, elle dessine aussi sur les murs, sur le métro, mais elle aimerait aller plus loin. Elle est reçue par un premier chef résistant qui refuse de lui donner des tuyaux, mais elle ne se laisse pas décourager, et finalement, grâce à son amie Hélène de Fels, qui est militante avec elle à l'Action catholique, elle parvient à avoir un contact. Elle obtient un rendez-vous avec une certaine Madame Poirier. Elle retrouve ensuite dans un restaurant un couple de résistants, Eliane et Hubert. Ils lui demandent d'abord de se choisir un nouveau prénom. Elle regarde le jour de la Sainte Odile et elle regarde le prénom du saint qui vient juste avant. C'est le saint Daniel. Et du coup, elle se choisit le prénom Daniel, ce qui tombe bien puisque c'est aussi un prénom mixte. Eliane et Hubert lui proposent une première mission. Ils lui proposent d'être boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'elle va fournir des courriers pour la résistance. Le vendredi soir, elle devra prendre le train pour Toulouse. Elle y restera jusqu'au dimanche matin.
Elle devra aller au restaurant Les Tourneurs et là elle demandera la serveuse Rolande. Au moment où Rolande lui amènera le menu, elle lui remettra le paquet et au moment d'apporter les plats, Rolande reviendra avec un deuxième paquet. Pour l'aider, Hubert dessine le plan de la gare d'Austerlitz sur la nappe et à la fin de l'entretien, il fait un geste qui impressionne beaucoup la jeune Odile. Il sort son briquet et il met le feu à la nappe pour qu'il n'y ait pas de traces. Odile accepte tout de suite la mission, mais elle ne sait pas encore ce qu'elle va raconter comme prétexte à sa mère pour pouvoir disparaître du vendredi soir au dimanche matin. Elle n'a encore jamais pris le train toute seule. Très vite, elle trouve une excuse, comme elle a pris des cours à l'Institut catholique de Paris pour être bibliothécaire. Elle fait croire à sa mère qu'elle va à Versailles pour aider à monter une nouvelle bibliothèque. Elle fait donc son premier voyage en train et elle n'a pas une très bonne expérience puisqu'il y a des hommes qui essayent de la draguer dans le train. Enfin, elle arrive à Toulouse, elle entre dans le restaurant Les Tourneurs, elle demande à parler à Rolande, qui lui prend son paquet et qui lui en remet un autre. Tout se passe comme prévu. Peu à peu, Odile s'intègre à un réseau de résistance. Le Service Zéro, c'est un réseau qui a été créé en Belgique, mais qui a des antennes, on va dire, à la fois en Belgique et en France. Il est composé de gens qui sont beaucoup en contact avec du public, de par leur métier, et qui sont notamment en contact avec l'occupant. Ça va être des garçons de café, des concierges, des employés des administrations, des employés de la SNCF, des marchands de journaux qui laissent traîner leurs oreilles et qui comme ça peuvent noter des informations et informer ensuite le reste du réseau. Peu à peu, Odile est de plus en plus impliquée, mais elle se sent mal à l'aise, elle se sent coupable vis-à-vis de sa mère. C'est comme si elle était schizophrène, elle mène une double vie. Un jour, elle achète même un ticket pour Versailles et elle le laisse traîner dans le salon pour que sa mère croie qu'elle va bien à Versailles et pas quelque part d'autre. Elle a aussi une technique pour ne pas trop se faire repérer. Elle passe beaucoup de temps au cinéma. Elle dit qu'elle a dû voir de nombreux navets. Une complicité se lie aussi peu à peu avec Rolande. Même si elle ne sait pratiquement rien d'elle, elle ne connaît même pas son vrai prénom. Un jour, comme à son habitude, Odile part à Toulouse avec un paquet. Mais quand elle arrive, c'est pas Rolande qui est là, c'est une autre serveuse qui lui apprend que Rolande a été arrêtée et qui lui dit qu'elle va devoir retourner avec son paquet sur Paris. Odile est bouleversée, elle va voir au cinéma le film Neige sur les pas. Elle ne peut pas vraiment suivre la séance puisqu'elle se met à craquer et à pleurer. Quand elle revient à Paris, elle avoue tout à sa mère. Elle lui dit bah tu vois, je fais des actions de résistance, mais ne t'inquiète pas maman, je ne traîne pas avec des garçons. Sa mère est un peu rassurée. Odile ne peut plus être boîte aux lettres. Elle intègre un nouveau réseau de résistance, une ligne d'évasion. En fait, c'est un groupe qui aide des aviateurs alliés anglais et américains à s'évader et à pouvoir traverser en fait la Belgique pour rejoindre Paris. Odile devient ce qu'elle appelle une convoyeuse. Elle va avoir en charge deux aviateurs, anglais ou américains, et elle devra aller les chercher dans un petit village belge, traverser le nord de la France et les conduire jusqu'à Paris. Cette fois-ci, elle se choisit un nouveau pseudonyme, Jeanne. Elle effectue sa première mission de convoyeuse avec une autre fille, une fille du Nord, Monique. Monique et Odile vont chacune récupérer 4 aviateurs anglais. En allant à Paris, ils traversent la campagne du Nord, ils traversent des petits villages, mais ils se disent qu'un groupe de jeunes hommes et de jeunes filles ensemble, on risque de les repérer, on risque de les remarquer, et du coup ils se mettent à chanter des chansons paillardes, mais aussi des comptines pour enfants. Ils se disent que comme ça, si
des soldats allemands passent, ils vont juste les prendre pour une bande de fêtards. Le premier voyage se déroule sans encombre. Peu à peu, Odile développe des liens affectifs avec ces jeunes militaires anglais ou américains. Elle les appelle les boys ou les enfants. Un jour, un Américain lui demande combien est-ce que vous êtes payé pour être convoyeuse. Elle s'indigne, elle ne reçoit pas d'argent de la résistance, elle reçoit juste de quoi payer le prix des billets. Elle développe différentes astuces. Par exemple, quand elle voyage avec des soldats anglais ou américains, ils ne sont jamais assis à côté dans le train, ils ont toujours leurs billets à des places différentes. Comme ça, en cas d'arrestation, si l'un se fait arrêter, les autres peuvent rester silencieux et ne pas se faire arrêter. Elle a aussi une fausse carte d'identité au nom de Françoise Le Mayorgur. Elle est censée être née dans un petit village breton. Elle a recherché dans l'annuaire et elle a appris le nom du maire du village, le nom du curé, le nom des principaux commerçants et des notables locaux, mais elle ne les a pas vraiment retenus et elle a même du mal à retenir sa fausse date de naissance. Heureusement, les officiers allemands jettent à peine un coup d'œil à sa fausse carte. Elle remarque que comme elle est une fille, les officiers allemands soupçonnent beaucoup plus les jeunes hommes que les jeunes filles. À l'époque, la consigne que l'on donne aux résistants, c'est vous devez à tout prix éviter de vous faire arrêter, même si un innocent se fait prendre à votre place. L'innocent, il pourra toujours prouver qu'il n'a rien fait, tandis que vous, si vous êtes arrêté, vous risquez d'être torturé, de parler et de dénoncer vos camarades de résistance. Odile a peur de se retrouver dans cette situation. Elle se confie à un prêtre, elle lui demande si elle est arrêtée, est-ce qu'elle a le droit de se suicider pour ne pas être torturée et ne pas dénoncer ses camarades. Le prêtre ne lui donne pas vraiment de réponse, mais il lui dit de garder confiance en Dieu. Pendant cette période, elle prie aussi beaucoup. Elle a aussi des tactiques pour voyager dans le train. Par exemple, il ne vaut mieux pas voyager en première classe parce qu'il y a beaucoup de contrôles, mais en troisième classe, tout le monde se connaît et les gens discutent beaucoup, et si on ne participe pas à la discussion, on est vu comme suspect. L'idéal, c'est donc de voyager en seconde classe. Le 4 janvier 1944, alors qu'elle effectue une mission de convoyeuse et qu'elle emmène 2 Anglais vers Paris, elle va vivre une expérience traumatisante. Un des Anglais subit un contrôle. Il devait faire semblant d'être sourd-muet, mais il panique et le contrôleur comprend que c'est un Anglais. Les 2 Anglais sont donc arrêtés sous les yeux d'Odile, qui ne peut rien faire pour les aider. Alors que le train descend à Arras, Odile remarque que les miliciens ont encerclé la voiture qu'elle devait prendre avec les Anglais. Elle a peur d'être fouillée et qu'on découvre le reçu des tickets où on voit une place pour elle et 2 places pour les Anglais. Alors elle avale son reçu. Elle a même le goût de l'encre carbone dans la bouche toute la journée. Sa voisine la voit faire, mais ne dit rien. Odile rentre chez elle bouleversée. Elle se sent profondément coupable pour ces 2 hommes pour lesquels elle n'a rien pu faire. À partir de ce moment-là, elle arrête d'être convoyeuse, mais elle apprend aussi que son nom et son adresse ont fuité et ont été mis sur une liste des officiers allemands. Elle quitte sa mère et part vivre chez son amie Hélène. À ce moment-là, la libération se prépare. Les Parisiens construisent des barricades pour encercler les Allemands, empêcher les soldats allemands de passer, et quand les Alliés arriveront, les soldats allemands ne pourront plus passer et ils seront rapidement faits prisonniers. Certaines barricades sont faites par des gens du métier, par des ingénieurs, par des terrassiers, mais d'autres sont dérisoires et presque touchantes. Par exemple, des gens ont assemblé des liquages, des voitures d'enfants, des vieux meubles pourris pour former des barricades. Le 26 août 1944, la foule s'assemble au balcon.
le général de Gaulle va venir. Odile aimerait bien se joindre à la liesse générale, mais elle a encore une dernière mission. Elle doit ramener un document dans le Nord. Malheureusement pour elle, elle est arrêtée par des officiers de la Libération. Ils remarquent son nom à particules et ils pensent qu'elle est royaliste ou qu'elle est une collabo. Elle est emmenée en prison. Parmi ses camarades détenus, elle voit des femmes au crâne rasé avec des croix gammées peintes sur le front, mais elle ne regrette pas ce court moment d'emprisonnement. Elle comprend que les femmes qui ont été rasées et qui sont accusées d'avoir collaboré, d'avoir couché avec des Allemands, elles ne sont pas bien méchantes et ce sont des femmes qui pour certaines avaient besoin de nourrir leurs enfants ou leurs parents âgés. D'autres étaient victimes de proxénétisme, d'autres encore n'avaient pas une bonne éducation patriote et n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'elles faisaient. Il y a des femmes qui se lamentent, qui se posent des questions sur le sort de leurs enfants. Il y en a une autre qui s'évanouit. Finalement, Odile retrouve sa camarade résistante Eliane, qui la défend, et elle peut repartir. Elle est arrêtée une seconde fois, mais elle est cette fois-ci défendue par un officier qui connaissait son grand-père. Après la guerre, Odile finit ses études. Elle fait une licence en histoire à la Sorbonne et elle devient enseignante. En 1947, elle devient laïque consacrée. Donc laïque consacrée, c'est une personne, un homme ou une femme, qui n'est pas vraiment religieuse ou moine, mais qui décide quand même de se consacrer à Dieu et à l'Église, et qui reste célibataire. Odile se rapproche de Madeleine d'Agnelou, une fondatrice d'écoles privées catholiques. Madeleine d'Agnelou, qui a fondé une école à Neuilly, cherche à implanter d'autres écoles en dehors de la France. Elle pense à l'Asie, elle pense au Japon, mais aussi à l'Afrique. Odile fait une première visite à Douala, au Cameroun, mais c'est finalement la Côte d'Ivoire qui est retenue. Elle décide d'y fonder un collège. Le projet est soutenu par la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne. Odile reçoit néanmoins de nombreuses critiques. Un membre du gouvernement ivoirien lui dit qu'on ne veut pas de femmes diplômées, on veut juste des bonnes secrétaires. Elle est aussi critiquée par les hommes d'église. Le collège Sainte-Marie devait ouvrir le 15 octobre 1962 à Adjamé, mais les travaux prennent beaucoup de retard. Il n'y a que 9 adultes, 7 professeurs et 2 jeunes femmes qui se proposent bénévolement pour faire de la gym, pour s'occuper de la bibliothèque par exemple. Les enseignantes n'ont pas encore de logement, donc elles font du camping dans une salle de classe et pour se laver, elles se lavent dans une salle de bain des élèves qui est accessible à tous. Elles frôlent limite la catastrophe parce que alors que la rentrée est prévue et malgré le fait qu'elles aient fait des demandes à l'éducation nationale, elles n'ont toujours pas de matériel scolaire, toujours pas de livres. Des bancs prêtés par l'armée française sont envoyés au dernier moment. Odile est reçue par le ministre de l'Éducation nationale qui lui dit « Comment ça, vous n'avez pas encore ouvert ?» Il l'engueule. Odile se met à pleurer. Finalement, le ministre envoie sa femme sur place et elle voit bien que le collège n'est pas encore achevé, que les conditions sont misérables. Elle va plaider la cause d'Odile et prendre contact avec un menuisier qui va leur construire du mobilier. Le collège est également entouré par une fosse de 3 mètres et pour accéder au bâtiment, on doit marcher sur des planches juxtaposées qui servent de pont. Au départ, il n'y a que 3 classes de 6e. Le collège Sainte-Marie propose une expérience originale. Les cours commencent à 7h30. Pour déjeuner, les élèves vont manger en ville comme il n'y a pas de cantine. L'après-midi, les cours s'arrêtent et les élèves partent dans la salle d'études. Le collège ferme à 17h. C'est un collège
laïque, mais il s'appelle quand même Sainte-Marie. Les enseignantes peuvent quand même donner des cours de caté. Il y a des enseignantes catho et des enseignantes protestantes qui donnent des cours. Odile décide de réunir les jeunes filles d'autres religions, les musulmanes et les animistes par exemple, et elles vont ensemble pour parler de sujets plus généraux. Enfin, les filles qui n'ont aucune religion restent dans la salle d'études. Peu à peu, le collège grandit. En 1967, il déménage à Cocody. Il y a un théâtre et des dortoirs pour l'internat qui sont créés. Le collège s'élargit. Il devient un collège de la 6e à la 3e, puis un collège-lycée. Odile fait des sondages pour connaître un peu mieux ses élèves. Très vite, elle comprend qu'il y a diverses difficultés. Certaines élèves n'ont pas l'électricité et pour faire leurs devoirs le soir, elles vont s'asseoir sous un réverbère. D'autres viennent de familles polygames. Une des filles a par exemple 15 demi-frères et sœurs. D'autres filles sont parfois maltraitées par leur belle-mère. Il y a à la fois une grande diversité d'âge, mais aussi une grande diversité d'ethnies. Pour pallier aux disputes qui pourraient exister avec les différences d'âge et les différences d'ethnie, Odile propose de créer des équipes. Une équipe est composée de 8 filles, à la fois des petites, des moyennes et des grandes. L'élève la plus âgée est désignée comme la chef d'équipe et elle est censée encourager ses camarades, les aider à progresser. Ce système permet de créer de fortes amitiés. Progressivement, le collège-lycée Sainte-Marie devient un exemple et un modèle. Il accueille majoritairement des Ivoiriennes, mais aussi des filles venues de toute l'Afrique francophone, des Sénégalaises, des Burkinabés, des Béninoises. Les jeunes filles ont des carrières diverses, certaines sont ingénieures, professeurs, docteurs. Il y a aussi une fraternité entre les différentes religions. Odile montre par exemple un moment où les chrétiennes chantaient une chanson sur Jésus et les musulmanes ont répondu avec une bénédiction pour Allah. Odile reçoit même la visite du pape Jean-Paul II. En 1989, Odile décide de prendre sa retraite comme directrice du collège-lycée Sainte-Marie. Elle propose de changer le nom du collège-lycée parce que c'est un collège-lycée laïque, mais qui a quand même le nom Sainte-Marie. Mais on décide finalement de garder ce nom parce que c'est devenu un peu une marque de fabrique. Odile retourne donc en France. Là, elle va témoigner de son expérience de résistante auprès des plus jeunes dans les collèges et dans les lycées. Elle continue aussi à militer dans des organisations de charité, dans des banques alimentaires. Le 16 septembre 2024, le président Emmanuel Macron lui remet la médaille de l'Ordre national du mérite. Odile est décédée ce 21 avril et j'ai beaucoup aimé son témoignage car ça montre vraiment la résistance au quotidien, comment vivaient les résistants. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager. Et à très bientôt pour une autre vidéo.